Kanto sort du silence, ce que le professeur a dit et ce qu'il n'a pas osé dire. Le jour où le silence a pris la parole. Il y a des moments dans la vie politique d'un pays où un homme qui parle pèse plus lourd que 10 hommes qui agissent. Ce jeudi 9 avril 2026, à Yaoundé, quartier Otza, dans les locaux du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kanto s'est installé face au micro. Face aux caméras. Face à la presse. Et derrière lui, invisible mais omniprésente, il y avait une question que tout le Cameroun politique se posait depuis exactement 5 jours. 5 jours. C'est le temps qui s'est écoulé depuis que le Congrès camerounais a adopté, le 4 avril, une réforme constitutionnelle créant un poste de vice-président de la République nommé, pas élu. 5 jours pendant lesquels les partis politiques ont réagi, les analystes ont décortiqué, les réseaux sociaux ont explosé. Et pendant tout ce temps, l'homme que beaucoup considèrent comme le principal opposant du pays, l'homme qui a officiellement revendiqué la victoire à la présidentielle de 2018, était resté silencieux. Pourquoi ce silence? Que préparait-il? Et surtout, ce qu'il allait dire ce matin valait-il vraiment le poids de l'attente? Ce que nous allons analyser ensemble dans cette vidéo, c'est bien plus qu'une conférence de presse. C'est un moment politique charnière. C'est le révélateur de l'état d'une opposition. C'est le test de la parole face au pouvoir. Restez avec nous. Parce que les mots prononcés ce matin à Otza méritent d'être décryptés, phrase par phrase, stratégie par stratégie. Partie 1. Contexte des faits. Pourquoi cette conférence de presse est historique? Pour comprendre le poids de ce qui s'est passé ce 9 avril à Otza, il faut d'abord comprendre qui est Maurice Kanto dans le paysage politique camerounais. Pas le Kanto des biographies officielles. Pas le Kanto des fiches Wikipédia. Le Kanto tel que le Cameroun politique le vit, le craint, l'admire ou le redoute selon le camp où l'on se trouve. Maurice Kanto n'est pas un opposant ordinaire. C'est un juriste de formation internationale. Un homme qui a siégé à la Cour internationale de justice. Un homme qui connaît le droit constitutionnel non pas comme on connaît une matière scolaire, mais comme un chirurgien connaît l'anatomie dans ses moindres détails, dans ses subtilités les plus cachées. Et c'est précisément pourquoi sa prise de parole ce jeudi sur la question de la vice-présidence n'est pas une réaction émotionnelle. C'est un acte calculé. Un acte pesé. Un acte qui engage non seulement sa crédibilité personnelle, mais la crédibilité juridique et politique de tout ce que le MRC représente. Mais attention. Avant d'aller plus loin, posons le contexte global. Nous sommes dans un Cameroun où la réforme constitutionnelle du 4 avril a créé un séisme politique. Selon les informations disponibles autour de la conférence, l'entourage du leader du MRC avait annoncé que plusieurs sujets d'actualité nationale allaient être abordés, avec un accent particulier sur les implications politiques et juridiques de cette évolution institutionnelle. Ce mot est important. Juridique. Kanto ne vient pas faire de la politique spectacle. Il vient, selon ses propres codes, apporter une lecture du droit. Et dans un pays où la Constitution vient d'être modifiée en 2 heures de débat parlementaire, avoir un constitutionnaliste de rang international qui demande la parole, c'est potentiellement embarrassant pour beaucoup de monde. Mais ce n'est pas tout. Il y a un deuxième niveau de contexte que l'on doit poser avec soin. Parce que Maurice Kanto parle ce jeudi dans une position politique particulièrement complexe. Le MRC est un parti qui a connu, ces dernières années, des séquences très dures. L'emprisonnement de son leader en 2019. Les accusations de tentative d'insurrection. La répression de ses militants. Les années de relative marginalisation institutionnelle. Mais le MRC, c'est aussi un parti qui revendique une identité particulière dans l'opposition camerounaise, celle d'un mouvement qui pense avant d'agir. Qui analyse avant de s'indigner. Qui construit des dossiers juridiques avant de descendre dans la rue. Ce positionnement a ses admirateurs. Et il a ses critiques, ceux qui estiment que face à un pouvoir qui agit vite et fort, une opposition qui pense lentement et parle sobrement est une opposition qui arrive toujours trop tard. Ce jeudi matin, l'une des questions centrales était donc, lequel de ces deux Kanto allait se présenter devant la presse? Le juriste méthodique qui analyse froidement? Ou le politique combatif qui mobilise et galvanise? Parce que le Cameroun, en ce moment précis de son histoire, a peut-être besoin des deux. Partie 2. Le conflit, Kanto face au piège de la parole. Prendre la parole dans le contexte politique camerounais du 9 avril 2026, c'est accepter de naviguer dans un champ de mines. Et Maurice Kanto le sait mieux que quiconque. Voici les tensions que cette conférence de presse devait gérer simultanément.
Et elles sont nombreuses. La première tension est institutionnelle. Comment un leader de l'opposition commande-t-il une réforme constitutionnelle adoptée dans les formes légales, même si ces formes sont contestées sur le fond? C'est la question du juriste face aux politiques. En droit, une loi adoptée selon les procédures prévues est une loi valide même si on la trouve injuste. En politique, une loi adoptée dans un système verrouillé peut être légale sans être légitime. Canto devait choisir son angle d'attaque. Juridique ou politique? Ou les deux au risque de se contredire? La deuxième tension est stratégique. Le MRC n'est pas seul dans l'opposition. Le SDF a boycotté le Congrès. Le PCRN de Cabral Libye s'est battu depuis l'intérieur. D'autres partis ont gardé le silence. Chaque formation a sa propre ligne, ses propres calculs, ses propres ambitions. Dans ce contexte, comment Canto positionne-t-il son parti sans écraser les alliés potentiels, sans donner des munitions aux adversaires internes, et sans apparaître comme celui qui arrive après la bataille pour en récolter les lauriers? La troisième tension, et c'est peut-être la plus profonde et personnelle. Maurice Canto est l'homme qui a dit en 2018 « J'ai gagné ». L'homme qui a revendiqué la victoire à une élection présidentielle et qui a payé ce geste de plusieurs mois de prison. Cet homme porte sur ses épaules une attente considérable. Ses partisans attendent de lui une parole forte. Une parole de résistance. Une parole qui dit « Ce qui se passe au Cameroun n'est pas normal, et je suis là pour le dire avec la force que cela mérite ». Mais la parole forte, dans le Cameroun d'aujourd'hui, a un prix. Et Canto connaît ce prix mieux que quiconque. Et c'est là que se situe le vrai conflit de cette conférence de presse. Pas entre Canto et le gouvernement. Pas entre le MRC et le RDPC. Mais entre deux impératifs contradictoires que tout leader d'opposition doit gérer en permanence, l'impératif de la vérité et l'impératif de la survie. Dire tout ce qu'on pense, risquer sa liberté, risquer son parti, risquer la marginalisation totale. Ou doser sa parole, rester dans le jeu, préserver ses forces, attendre le bon moment. C'est le dilemme de toute opposition dans un système verrouillé. Et ce jeudi matin, à Otza, ce dilemme s'est installé dans la salle de conférence aussi sûrement que les journalistes et les micros. Mais attendez. Parce qu'il y a une dimension que l'on doit absolument mentionner, et qui dépasse la question de Canto lui-même. Cette conférence de presse se tient dans un contexte où l'opposition camerounaise dans son ensemble est en train de chercher son souffle. Le SDF boycotte mais ne mobilise pas. Le PCRN résiste mais reste isolé. Les partis plus petits observent sans pouvoir véritablement peser. Et pendant ce temps, le pouvoir avance méthodiquement, comme il l'a toujours fait, sans se laisser déstabiliser par les cris dans les couloirs de l'Assemblée. Dans ce paysage, la conférence de presse de Canto était attendue non pas comme une réponse à la réforme constitutionnelle uniquement. Elle était attendue comme un signal. Un signal sur la capacité de l'opposition à se coordonner, à parler d'une voix commune, à proposer autre chose que des protestations individuelles éparpillées. Est-ce que ce signal a été donné? C'est la question que nous allons examiner maintenant. Partie 3, Révélation et décryptage, ce que la position du MRC révèle sur l'état de l'opposition. La conférence de presse du MRC ce 9 avril 2026 intervient à un moment où la question constitutionnelle est devenue le révélateur d'une crise plus profonde. Une crise qui n'est pas née le 4 avril. Une crise qui couvait depuis des années, et que la réforme sur la vice-présidence vient de rendre visible comme un flash de lumière dans une pièce obscure. Examinons ce que cette prise de parole dit et ce qu'elle ne dit pas. Premier élément de décryptage, le choix de parler maintenant. Canto ne s'est pas exprimé le 4 avril, au moment du vote. Il ne s'est pas précipité le 5 avril pour réagir à chaud. Il a attendu 5 jours. 5 jours dans le monde de l'information politique, c'est long. C'est très long. Les cycles médiatiques sont courts. Les réseaux sociaux ont déjà tourné la page plusieurs fois. D'autres sujets ont émergé. Et Canto arrive le 9 avril. Pourquoi? 2 lectures possibles. La première lecture est favorable, l'attente est une marque de sérieux. On ne réagit pas à chaud sur une question constitutionnelle. On prend le temps de lire le texte, d'analyser, de consulter, de construire une position cohérente. C'est le Canto juriste qui parle méthodique, rigoureux, irréprochable sur la forme. La deuxième lecture est plus critique, dans une démocratie en crise, le temps de la réflexion peut ressembler au temps de l'hésitation. Pendant que Canto analysait, d'autres agissaient, même imparfaitement. Le SDF boycottait.
Cabral Libye déposait des amendements. Rebecca et Nonchon tweetaient des formules cinglantes. Et Canto, lui, réfléchissait. La question n'est pas de savoir laquelle de ces deux lectures est la bonne. La question est de savoir laquelle le peuple camerounais retient. Et dans la politique de l'image et du symbole, la perception compte autant que la réalité. Deuxième élément de décryptage, la question juridique au cœur de la conférence. L'entourage du MRC avait clairement signalé que l'accent serait mis sur les implications juridiques de la réforme. C'est le terrain naturel de Canto. Et c'est un terrain redoutable, parce que le droit constitutionnel est une arme à double tranchant. D'un côté, Canto peut démontrer avec une précision imparable en quoi la procédure d'adoption de la réforme pose problème. Le délai de 2 heures accordé aux parlementaires pour examiner le texte, la question de la conformité de la réforme aux principes fondamentaux de la Constitution, la question de la légitimité démocratique d'un vice-président nommé, autant de points sur lesquels un juriste de son calibre peut construire un argumentaire solide et crédible. Mais de l'autre côté, le droit constitutionnel peut aussi mener à une conclusion inconfortable pour l'opposition, la réforme a été adoptée selon les formes légales. Elle est dans le bulletin officiel. Elle est valide. Et saisir une juridiction pour la contester dans un pays où la majorité des institutions juridictionnelles sont perçues comme proches du pouvoir, c'est s'exposer à une défaite supplémentaire, peut-être plus humiliante encore que le vote du 4 avril. Canto le sait. Et la façon dont il a géré cette contradiction dans sa conférence de presse dit quelque chose d'essentiel sur sa stratégie. Troisième élément de décryptage, et peut-être le plus important, la question de l'unité de l'opposition. Parmi les sujets que l'entourage du MRC avait annoncés, il était question de clarifier la position du parti face aux changements en cours. Cette formulation est intéressante. Elle parle de la position du MRC, pas de la position de l'opposition. Pas d'une position commune. Mais d'une position propre au MRC. Et c'est là que se révèle un problème structurel de l'opposition camerounaise que cette conférence de presse illustre parfaitement. L'opposition camerounaise n'a pas de plateforme commune. Elle n'a pas de ligne directrice partagée. Elle n'a pas de porte-parole unique. Elle est une collection de formations politiques, parfois alliées, souvent rivales, jamais vraiment unies dans la durée. Le SDF a sa vision. Le PCRN a sa vision. Le MRC a sa vision. Et pendant qu'elles s'expriment séparément, chacune dans son siège de parti, chacune avec ses propres journalistes, chacune avec sa propre analyse, le pouvoir avance dans une direction unique, avec une majorité unie, avec un calendrier maîtrisé. C'est peut-être la leçon la plus douloureuse que le 4 avril 2026 enseigne à l'opposition camerounaise. Pas que le pouvoir soit imbattable. Mais que face à une majorité soudée, une opposition fragmentée et structurellement désavantagée, quel que soit le talent individuel de chacun de ses leaders. Et la conférence de presse de Canto, aussi substantielle soit-elle sur le fond, n'échappe pas à cette réalité-là. Partie 4. Analyse satirique, le professeur, le micro et la montagne. Permettez-nous maintenant d'activer ce mode particulier que les Camerounais maîtrisent comme personne, dire des vérités sérieuses avec le sourire en coin de quelqu'un qui a tout vu. Maurice Canto face à la presse, ce 9 avril à Otza. C'est une image qui résume à elle seule les paradoxes de la politique camerounaise contemporaine. Voilà un homme brillant. Incontestablement brillant. Le genre d'homme qui, dans beaucoup d'autres pays, serait Premier ministre depuis longtemps, ou à la tête d'une institution internationale de premier plan. Un homme qui a plaidé devant la Cour internationale de justice. Un homme dont la rigueur intellectuelle est reconnue même par ses adversaires, ce qui, dans la politique camerounaise, est un compliment rare et précieux. Et cet homme brillant se retrouve ce matin dans un siège de parti au quartier Otza, à expliquer à des journalistes pourquoi une réforme constitutionnelle adoptée il y a 5 jours pose problème. Il y a quelque chose d'absurde dans cette image. Pas parce que l'exercice est inutile. Mais parce que la disproportion entre la qualité de l'homme et la précarité de sa situation dit quelque chose de profond sur l'état du Cameroun. Dans un pays où les institutions fonctionneraient normalement, un constitutionnaliste de la trempe de Canto serait appelé pour rédiger les réformes, pas pour les contester après coup. Il serait dans la salle où les décisions se prennent, pas devant les micros où on les commente. Mais voilà. Le Cameroun n'est pas ce pays-là. Pas encore. Et peut-être pas demain. Alors Canto fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Il parle. Il analyse. Il décortique. Et il espère, parce que c'est le propre de tout opposant dans un système verrouillé, que les mots ont encore le pouvoir de changer quelque chose. Mais regardons les choses en face,
avec cet humour doux amer que les Camerounais ont développé pour survivre aux absurdités de leur vie politique. Il y a une tradition bien établie dans la politique camerounaise, la conférence de presse de l'opposition. Ce rituel incontournable où un leader, entouré de ses cadres les mieux habillés, s'installe derrière une table couverte de micros, et pendant 1 heure ou 2, délivre une analyse brillante de ce qui ne va pas dans le pays. Ces analyses sont souvent excellentes. Vraiment. On les lit, on les écoute, et on se dit, cet homme a tout compris. La logique est imparable. L'argumentation est solide. Les propositions sont cohérentes. Et puis la conférence se termine. Les journalistes repartent. Les cadres du parti rangent leurs notes. Et le lendemain matin, le pays se réveille exactement comme il s'était couché. La réforme est toujours adoptée. Le vice-président sera toujours nommé. Et le système continue de tourner, imperméable aux argumentations les plus rigoureuses. Ce n'est pas la faute de Kanto. Ce n'est pas la faute du MRC. C'est la limite structurelle de la parole politique dans un système qui s'est construit précisément pour neutraliser la parole adverse. Parce que voilà ce que le pouvoir camerounais a compris mieux que ses opposants, dans un système verrouillé, laisser l'opposition s'exprimer ne coûte rien. Au contraire, ça donne une apparence de pluralisme. Ça permet de dire, vous voyez, il y a débat. Il y a des opinions différentes. Il y a un professeur à Hautza qui peut tenir sa conférence de presse en toute liberté. C'est la démocratie façon biaïste, vous pouvez parler autant que vous voulez, du moment que parler ne change rien. Et c'est peut-être là la critique la plus acide que l'on peut adresser à l'opposition camerounaise dans son ensemble, Kanto compris. Après des décennies de conférences de presse, d'analyses brillantes, d'amendements rejetés et de boycotts symboliques, la question n'est plus que dire. La question est comment faire? Comment transformer la parole juste en action efficace? Comment passer du diagnostic à la thérapie? Comment construire, dans un système structurellement défavorable, un rapport de force qui soit autre chose que symbolique? C'est la question que les partisans du MRC posent dans les couloirs. C'est la question que les Camerounais ordinaires posent dans leur quartier. Et c'est la question que cette conférence de presse, aussi substantielle soit-elle, ne peut pas, à elle seule, résoudre. Il faut dire aussi une vérité sur la communication politique du MRC. Le parti de Kanto a une image sérieuse, rigoureuse, intellectuellement respectée. Mais dans le Cameroun du WhatsApp, du TikTok, des vidéos virales et des slogans percutants, le sérieux intellectuel ne suffit plus. La politique moderne se gagne aussi dans les formats courts, dans les formules mémorables, dans les images qui circulent à grande vitesse. Le SDF boycotte, une image forte, un geste clair, un symbole immédiat. Cabral Libye présente des amendements en séance, des moments qui se filment, qui se partagent, qui donnent l'impression d'un combat visible. Et Kanto tient une conférence de presse. Un format traditionnel. Un format respectueux. Un format qui s'adresse aux journalistes, aux analystes, aux gens qui lisent les articles longs et regardent les vidéos de 20 minutes. Ce n'est pas un reproche. C'est une observation sur l'évolution du paysage médiatique et politique. Et si le MRC veut transformer sa crédibilité intellectuelle en force politique réelle, c'est peut-être l'un des ajustements stratégiques les plus urgents à considérer. Mais revenons à l'essentiel. Parce qu'au-delà de la satire, au-delà de l'humour, il y a une réalité que cette conférence de presse incarne, malgré toutes ses limites. Maurice Kanto était là. Il a parlé. Dans un pays où des leaders d'opposition ont été emprisonnés, intimidés, marginalisés, le simple fait d'être là, debout, face au micro, à dire ce qu'on pense du pouvoir en place, c'est déjà un acte. Un acte insuffisant peut-être. Un acte qui ne changera pas à lui seul le cours des choses. Mais un acte quand même. Et dans le Cameroun politique d'aujourd'hui, les actes, même imparfaits, même insuffisants, méritent d'être reconnus pour ce qu'ils sont. La question, c'est ce qui vient après. La conférence de presse n'est pas une fin. C'est, au mieux, un début. Un signal. Une mise en position. Et c'est ce que le Cameroun attend maintenant de voir. Conclusion, la parole est dite. Et maintenant? Nous voilà au terme de cette analyse. Et si vous nous avez suivis depuis le début, vous avez maintenant une image assez complète de ce que représente cette conférence de presse du 9 avril 2026 dans sa substance, dans ses limites, et dans ce qu'elle révèle sur l'état de la politique camerounaise. Maurice Kanto a parlé. Il a exercé son droit constitutionnel à l'expression politique. Il a apporté, avec la rigueur qui le caractérise,
une lecture juridique et politique d'une réforme constitutionnelle qui continue de faire débat. Mais au-delà des mots, au-delà des analyses, au-delà des positionnements partisans, ce que cette journée du 9 avril 2026 met en lumière, c'est une question que le Cameroun ne peut plus continuer à esquiver. Comment une opposition fragmente, épuisée, sans plateforme commune et sans rapport de force institutionnelle réel, peut-elle se transformer en alternative politique crédible? Comment des leaders brillants, des juristes talentueux, des activistes courageux peuvent-ils convertir leur capital intellectuel et moral en capital politique concret? Ce n'est pas une question rhétorique. C'est une question pratique. Une question de survie démocratique. Parce que pendant que l'opposition tient ses conférences de presse séparées, pendant que les amendements se déposent et se rejettent, pendant que les boycotts symboliques vont et viennent, le pays, lui, continue d'avancer dans une direction tracée par d'autres. Et la Constitution, nouvellement amendée, sera là demain matin, aussi réelle et aussi contraignante qu'elle l'était hier soir. Les mots de Rebecca et Nonchon résonnent encore, le même régime pour la perpétuité. Ceux de Cabral Libye aussi, un cercle fermé. Et maintenant les mots de Canto viennent s'ajouter à ce cœur d'analyse lucide qui décrivent avec précision ce qui ne va pas, sans encore avoir trouvé la formule collective pour que les choses aillent mieux. C'est l'état de l'opposition camerounaise en ce jeudi 9 avril 2026. Lucide. Articulé. Contrainte. Et cherchant, chacun dans son coin, une sortie d'un labyrinthe dont les murs viennent de s'épaissir un peu plus. Et nous vous posons la question directement, à vous qui regardez cette vidéo depuis Douala, depuis Yaoundé, depuis la diaspora, depuis partout où des Camerounais suivent avec passion l'évolution de leur pays. Est-ce que la parole, aussi brillante, aussi juste, aussi rigoureuse soit-elle, est encore suffisante? Ou est-ce que le moment est venu pour l'opposition camerounaise de trouver autre chose que des mots? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. Parce que cette conversation, celle sur l'avenir du Cameroun, ne peut pas rester seulement entre les leaders et les journalistes. Elle vous appartient aussi.